Bonjour à vous, bienvenue sur Madi Conseil et Art. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et surtout à ne pas oublier d'activer la cloche des notifications afin d'être informé quand je sortirai une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager l'un de mes témoignages que j'ai intitulé « De la dyslexie à infirmière ». Donc, tout a commencé quand j'étais au CP, donc cours préparatoire. Et à l'époque, donc pour apprendre à lire, il fallait faire du par cœur. Je me rappelle que mon livre de l'époque, c'était Aline et Michel. Et donc tous les jours, on devait apprendre certains mots par cœur à la maison. On devait lire une page, savoir reconnaître le mot qu'on avait appris, etc. C'était la méthode de l'époque, donc nous étions dans les années 80. Sauf que cette méthode-là ne m'allait pas du tout, puisque je n'arrivais pas à lire. Je voyais que mes camarades y parvenaient et moi non, si bien qu'à un certain moment, donc il y avait une classe que l'on appelait ABC. C'était une classe pour les élèves qui étaient en difficulté. Donc un jour, l'institutrice en a parlé à ma mère. Donc j'ai été dans cette école-là. Je crois que je n'ai fait qu'une journée. Et quand ils m'ont évalué, ils ont vu que mon niveau était beaucoup plus élevé que celui des élèves qui faisaient partie de cette classe-là. Et donc du coup, il n'y avait pas le choix. Donc on m'a enlevé de cette classe ABC et je suis retournée donc dans ma classe de CP. Et à l'époque, les enseignants n'étaient pas formés pour savoir repérer des profils comme moi. Et donc, tout simplement, on ne pouvait pas non plus m'orienter vers des professionnels adaptés, comme des orthophonistes par exemple. Donc du coup, ça a continué comme ça. Donc ma mère, elle m'a dit, bon, vu que tu as des difficultés pour apprendre à lire, moi, je vais t'apprendre à lire d'après ma méthode. Donc, elle, sa méthode, ça a été la méthode syllabique. Donc, elle m'a dit, voilà, on va bien faire les syllabes. Donc, ça donnait babebi bobu, tatoti totu, laloli lolu, etc. Et donc, avec cette méthode-là, je comprenais mieux et j'arrivais mieux donc à décortiquer les mots. Voilà. Mais seulement ce qui concernait donc le fait que je confondais les sons, c'est pas cette méthode-là qui m'a aidé. C'est-à-dire que, par exemple, si c'était écrit fenêtre, j'allais le lire venêtre. Et donc, quand on nous donnait des dictées, des autodictées, donc j'apprenais l'autodictée donc par cœur, donc on avait un temps imparti pour pouvoir restituer tout ce qu'on avait appris, mais je me rappelle que il fallait que je fasse relativement vite de manière à ce que je puisse me relire parce que j'avais déjà pris conscience de cette difficulté et donc quand je me relisais, je savais que forcément là où j'avais mis un D, c'était un T qu'il fallait mettre. Voilà, donc je me relisais, donc mes feuilles c'était tout le temps rempli de blanc correcteur, etc. Et donc ça a continué comme cela. Et donc toujours donc au CP, j'avais quand même une institutrice qui, même si elle n'a pas su déceler quel était mon profil, mais en tous les cas, à l'époque, je me rappelle, elle m'avait offert lors de mon anniversaire un livre. Et c'était un livre avec un personnage de dessin animé de l'époque. Et c'est un personnage qui s'avère que j'aimais bien. J'aimais bien le dessin animé. Et donc, du coup, ça m'a motivée parce que je me suis dit que j'aime bien ce personnage-là. J'aurais bien aimé comprendre ce que le livre disait.
Donc, ça a été pour moi un moteur. Je me suis dit, donc, non, il faut que vraiment j'arrive à lire ce livre en entier. Et donc, j'ai fait donc, la méthode que ma mère m'avait montrée, la méthode syllabique, et j'arrivais comme ça à lire l'histoire et à comprendre l'histoire. Et ça a été vraiment le premier moteur. Donc après, étant donné que, bon, j'avais déjà vu que j'étais différente des autres de la classe, j'avais déjà repéré comment je pouvais m'en sortir, donc grâce à ma mère qui m'a coachée. Et après, donc finalement, je suis passée au CE1 cours élémentaire 1. Après, donc il faut savoir que de classe en classe comme ça, j'avais mon père qui, lui, sa méthode à lui, c'était, bon, on va dire un peu le chantage. C'est, si tu apprends, je vais te donner ça. Si tu apprends, mais si tu n'apprends pas, tu n'auras pas ci, etc. Bon, c'est pas que ça a marché ou ça n'a pas marché, mais c'était un peu, en tout cas pour moi, c'était pas forcément un bon moteur. On va dire que c'était juste éphémère, juste le temps d'avoir le cadeau et de ne pas donc décevoir mon père, mais sans plus. Je n'aimais pas l'école, surtout qu'après dans les autres classes, ben, j'avais pas la même institutrice qui elle était très douce, très patiente. J'ai eu des institutrices qui vraiment, ben, tu comprends pas, ben, tu les énerves. J'en ai même eu une qui, un jour, j'avais pas donc compris la consigne. Donc, effectivement, vu que j'ai pas compris, au moment de faire l'exercice, ben, j'ai mal fait l'exercice. Et je me rappelle à l'époque, elle était tellement énervée. C'est l'époque où les instituteurs avaient encore le droit d'infliger une correction physique aux élèves. Donc là, je me rappelle que j'avais pris une bonne gifle. Et parce que j'avais pas bien fait l'exercice, tout simplement parce que j'avais pas compris. Voilà, parce que si on a des difficultés, si on confond les sons, bien évidemment, ça peut donner ça. Donc, à l'époque, donc comme je disais, elle m'avait giflé, j'avais une boucle d'oreille qui était un peu clipsée là, qui était partie dans l'école, etc. Bref. Et donc, finalement, ben, ça fait que tu n'as pas envie d'aller à l'école. Tu n'as pas envie d'aller à l'école parce que quelque part tu es le vilain petit canard, voilà, que tu ne comprends pas les consignes, etc. Donc en fait, à chaque fois quand je retourne à la maison, donc ma maman devait reprendre avec moi ce qui avait été dit à l'école, me l'expliquer, etc. Et c'est comme ça que je comprenais. Mais heureusement que j'avais ma mère qui, elle était patiente et elle me coachait comme il fallait. Et un jour, mon père, lui, il a changé sa méthode. Il ne m'a pas fait de chantage. Il m'a dit, bon, écoute, je vois que tu aimes les belles choses, voilà, bon, j'aimais les barrettes, les bijoux, etc., avoir des vêtements qui allaient avec mes nœuds, bon, bref. Et il m'a dit, bon, écoute, tu aimes les belles choses, il faut savoir quelque chose. Bon. Dans la vie, l'école, il faut bien apprendre pour pouvoir avoir ton diplôme, avoir le métier que tu veux, et avec ce métier-là, tu pourras t'acheter ce que tu veux. Tu vois, les belles choses qui te font plaisir. Ce jour-là, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, ah d'accord, c'est à ce que sert l'école. Parce que moi, jusqu'ici, l'école pour moi, c'était une continuité du genre, bon, ben, tu vas à la crèche parce que tes parents, ben, ils sont occupés, ils vont travailler. Après, tu vas à la maternelle et après, voilà. Moi, je n'avais pas compris le sens de l'école. Je voyais ça plus comme une obligation. Quoique l'école, bon, voilà, c'est obligatoire l'instruction. Mais dans le sens où les parents n'ont pas le choix. Ils vont travailler, ils vont te déposer là. Voilà. Et moi, je n'aimais pas l'école. Et là, quand j'ai eu cette lumière, cette révélation, je me suis dit...
Ah ben effectivement, au lieu que ce soit mes parents qui m'achètent de belles choses, voilà, je vais travailler. Et ça a été le deuxième moteur. Donc le premier, c'était le livre de l'institutrice, très douce, très patiente du CP. Et le deuxième moteur, ça a été donc, ben, c'est quoi vraiment le but de l'école? Et donc là, par contre, j'ai vu l'école autrement. Ça ne veut pas dire que mes difficultés avaient disparu, mais comme j'avais ce moteur et cette motivation, ça faisait que, ben, même si je suis différente des autres, ben voilà, on est tous différents. J'arrivais à repérer. Moi, je suis comme ça, mais celui-là, il est comme ci, celle-là, elle est comme ça. Voilà, moi, je suis comme ça, je fais avec et j'avance. Et donc, après, finalement, ben, je me retrouve au collège. Et au collège, j'ai aimé pourquoi? Parce que on est beaucoup plus autonome et puis on n'a pas un seul instituteur. Parce que si tu as un instituteur qui ne te supporte pas et que tu dois donc toi à ton tour le supporter toute l'année, c'est un peu compliqué. Mais avec le collège, j'ai aimé parce qu'il y avait des enseignants différents en fonction des matières. Et donc, bon, tu peux avoir un avec qui, bon, ça ne se passe pas trop bien, mais tu peux en avoir un ou plusieurs avec qui ça se passe bien. Et puis, le fait ben, de changer de classe de cours, on était beaucoup plus autonome. Et puis, surtout, ben, à cette époque-là, les professeurs n'avaient pas le droit de frapper les élèves. Voilà. Et donc, j'ai bien aimé. Et pendant donc le collège, donc il faut savoir que en classe de 5e, j'ai eu une intervention chirurgicale qui fait que j'ai été donc invalide pendant plus d'un trimestre. Donc, ça a été le dernier trimestre. Et j'ai eu quand même un autre témoignage. Donc, je vous donne de témoignage en témoignage. Et donc, le jour où moi j'ai été opérée, avant de m'opérer, le spécialiste avait dit à ma mère, bon, vous savez, cette intervention-là, c'est votre fille, ça sera la deuxième personne à qui on va faire cette intervention. On l'a déjà réalisé sur un gamin, ça s'est bien passé, mais il y a toujours des risques, c'est quand même 4 heures d'intervention, etc. Il y a un risque qu'elle meure. Et ce jour-là, le chirurgien, donc, il avait parlé à ma mère et moi j'étais présente, donc je savais. Et il avait même dit à ma mère, bon écoutez, son anniversaire c'est bientôt, fêter son anniversaire en fait, parce qu'on ne sait pas si elle en aura un autre. Donc moi j'avais entendu ça. Et le jour de l'opération arrive, donc voilà, je reçois mon anesthésie, voilà, je pars dans un autre monde. Et là, au moment où on m'opère, quelque chose se passe. C'est-à-dire que je me vois au-dessus des nuages et je suis sur un gros oiseau blanc. Voilà, je ne sais pas c'est quoi comme oiseau, mais voilà. Et à ce moment-là, je me sens, mais je suis bien. Mais je suis vraiment bien. Et je suis là et je regarde le paysage, comment ça se passe, etc. C'est beau. Et moi, le sentiment que j'avais, c'était vraiment un sentiment de plénitude, de paix. Il n'y a pas de tracas, il n'y a rien. C'était bien, je me sentais bien là. Et à un certain moment, je sais que j'ai vu une belle ville où c'est vraiment beau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit, même les endroits les plus paradisiaques. Et là, j'ai vu 2 nombres et je savais que c'était 2 années, c'était un intervalle de temps. Et là, j'entends une voix qui me fait comprendre et savoir que c'est pas mon moment, c'est pas mon temps, j'ai encore du temps à vivre, il faut redescendre. Moi, je voulais pas redescendre parce que j'étais vraiment bien, mais il fallait redescendre. Et au moment où ça se passe, j'ouvre les yeux et je me retrouve donc sur mon lit d'hôpital avec toutes
toutes sortes d'appareillages, perfusion par là, redon par là, etc. Plâtre, enfin bref, fixateur externe, bref. Et je regarde, je dis, bon ben, je suis là. Si je suis là, c'est que j'ai une chance de faire quelque chose de ma vie. Donc, je retourne à la maison, je ne peux pas retourner à l'école. Donc, il y avait à l'époque une élève qui était chargée de prendre les devoirs et de me les donner de manière à ce que je ne puisse pas être en retard par rapport à mon apprentissage. Et donc, finalement, j'ai été opérée au mois de mars. Et je ne suis pas retournée à l'école, donc j'ai raté tout un trimestre, mais un petit peu plus. Et finalement, arrive le conseil de classe et ma maman est convoquée et elle me dit, écoute, j'ai parlé avec le professeur principal et la question se pose, est-ce qu'on te fait redoubler ou pas? Moi, je pense qu'il faut que tu redoubles parce que tu as quand même raté plus d'un trimestre. Et je la regarde et je lui dis, je ne vais pas redoubler. Puisque moi, je vivais ça comme quelque part un échec. Et j'avais déjà, depuis la classe de CP, je n'avais jamais redoublé. Je faisais des efforts pour pouvoir y arriver. Je lui ai dit, je ne vais pas redoubler. Donc, il a été voir donc, le professeur principal et lui a dit, bon, ben, voilà ce qu'elle dit. Le professeur lui a dit, écoutez, madame Untel, on connaît votre fille, elle est sérieuse. Si elle vous dit qu'elle ne va pas redoubler, c'est qu'elle va travailler. Donc, on prend le risque, on ne la fait pas redoubler. Et donc, voilà, j'arrive en classe de 4e, donc pendant les grandes vacances, j'ai travaillé. Et j'arrive en classe de 4e, et bien je peux vous dire que parce que j'avais déjà cette motivation et puis j'avais ce challenge, j'ai dit que je ne vais pas redoubler. Donc ça veut dire que il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour ne pas redoubler. Et finalement, j'ai travaillé. Et pendant tous les 3 trimestres, à certains endroits, j'étais première ex aequo avec la première de la classe. À d'autres endroits, 2e, 3e. Enfin, j'ai bien travaillé, j'ai eu les récompenses qu'il fallait. Les professeurs même sont venus me voir. Ils ne comprenaient pas parce que c'était vraiment... j'ai raté un trimestre et j'ai pu m'en sortir. Et finalement, donc, de collège, je me retrouve au lycée. Au lycée, j'ai vraiment aimé, voilà. J'étais dans un très beau lycée, très moderne. Avec des étudiants qui étaient sympas, qui venaient d'un peu partout de la Guadeloupe. Des étudiants du Moule, de Pointe-Noire, voilà, c'était... Moi, j'ai bien aimé la diversité des communes, etc. Ça s'est bien passé. Et donc, l'objectif, c'était, il fallait avoir le bac. Finalement, grâce à Dieu, j'ai eu le bac. Et après, donc, ça s'est enchaîné, bon, passer le code, le permis, l'école préparatoire pour pouvoir passer le concours pour entrer à l'école des infirmières. Et puis finalement, donc, je me suis retrouvée à l'école des infirmières, donc à l'IFSI, Institut de formation soins infirmiers, en Guadeloupe. Donc là aussi, c'était un challenge dans la mesure où comme c'est un concours, pour pouvoir être inscrite à l'école de la Guadeloupe, il fallait faire partie de la liste principale. Donc j'avais aussi carburé pour et finalement je me suis retrouvée sur la liste principale et je n'ai pas eu à voyager pour me retrouver dans une autre école en France métropolitaine, mais je suis restée en Guadeloupe. Et donc, l'école des infirmières, ce sont des études catégorie universitaire. Et là, donc j'ai regardé un peu comment ça se passait la première année. On nous donne le programme pour toute l'année.
Et donc moi, il fallait que je trouve encore une fois une stratégie pour pouvoir m'adapter. Donc une stratégie d'adaptation efficace pour le coup. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc quand j'ai vu qu'on nous donnait le programme et qu'il y avait des cours qui étaient obligatoires et d'autres non. Donc je me suis dit, bon, connaissant mes difficultés, les cours obligatoires, il va falloir que j'y aille de toutes les manières, mais ceux qui ne sont pas obligatoires, je vais les travailler, prendre le temps de les travailler à la maison, à mon rythme. Et donc, ce que je faisais, étant donné qu'on avait le programme, j'allais sur Internet et regarder vraiment le titre, les chapitres, les sous-thèmes, etc. pour voir si ça concordait bien. Et donc, j'arrivais à trouver donc des cours sur Internet. Et donc, je restais à la maison. Donc, pendant que certains étudiants, eux, ils étaient à l'IFSI, moi, je restais à la maison et de toute façon, j'étais motivée. Donc, c'est pas que je restais là, voilà, c'est la belle vie, je fais ce que je veux. Non, je restais et je travaillais le cours. Donc, pendant que eux, ils assistaient au cours, moi, le cours, je prenais le temps de, il faut le décortiquer. Il faut être sûr que je n'ai pas lu un mot pour un autre. Et puis, je transformais déjà mon cours en fiche technique et avec les couleurs, les flèches, etc. Enfin, des méthodes pour me permettre de bien apprendre. Et donc, finalement, la première année, ça s'est bien passé. La deuxième année aussi également. La troisième année, jusqu'à ce que j'ai pu donc obtenir mon diplôme. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jour, je ne me rappelle plus c'était dans quelle année d'études, mais c'était à l'IFSI. Il y a un professionnel de santé qui était venu nous faire un cours, je ne me rappelle plus de quel professionnel exactement. Et ce jour-là, il parlait de la dyslexie. Et plus il donnait les détails, et plus je regarde et plus je dis, mais oh, ce que j'ai à un nom, c'est moi. La personne est en train de parler, donne tous les signes, je dis, c'est moi. Et je reviens à la maison et je dis à maman, tu sais quoi? Ce que j'ai là, c'est un nom. Je lui disais la dyslexie. Et j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des acteurs, des gens qui sont connus, qui sont dyslexiques. Et donc, c'est à l'école des infirmières que j'ai pu mettre un mot à cette difficulté. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce que je veux dire à quelqu'un, et ce que je retiens même de mon témoignage, c'est que on peut passer du vilain petit canard à un cygne, pour ceux qui connaissent l'histoire, où tout le monde va pointer du doigt vos difficultés, mais quelquefois, c'est un mal pour un bien. Parce que moi, ça m'a permis de développer certaines stratégies pour pouvoir m'en sortir. Et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, une femme battante, une femme qui veut toujours aller de l'avant. Ce que je retiens, c'est que pour tous ceux qui ont des enfants, qui ont des troubles au niveau du langage, et quel que soit le trouble, quel que soit le handicap, c'est d'être toujours là et de jouer le rôle de parent. Parce que quand on regarde bien le mot parent, dans la racine même, il y a par. Par comme paravent, parapluie, qui fait donc appel à la protection. Un parent est là pour protéger son enfant et non pas l'inverse. Un parent est là pour amener son enfant vers le haut et non pas vers le bas. Un parent est là pour coacher son enfant pour que son enfant puisse y arriver. Un parent est là pour aider son enfant à se fixer
un ou des objectifs afin que sa vie ait un sens. Parce que, comme je l'ai dit, j'allais à l'école, je ne savais pas pourquoi j'allais à l'école. C'est une fois que j'ai su pourquoi j'allais à l'école que j'ai pu avoir cette motivation. Un parent est là pour inculquer des valeurs à ses enfants, pour l'aider à aller de l'avant. Moi, ma mère, c'était une femme combattante, c'était une femme de foi, c'était une femme de prière, c'était une femme que je voyais que j'avais des difficultés, mais elle priait pour moi. Voilà. Donc, un parent, c'est ça. C'est pas là pour rabaisser l'enfant et lui dire « Oh, ouais, mais t'es nul, t'es... » Non. Moi, je n'ai jamais eu ces histoires-là, que je suis nulle, etc. Ma mère, elle a vu que j'avais des difficultés. J'étais différent. Donc, elle m'a donné sa méthode à elle. Et puis après, j'ai pris de l'autonomie et moi, j'ai développé mes stratégies à moi. Donc, si j'ai quelque chose à dire à un parent, c'est d'encourager son enfant. Et pour celui qui se retrouve aujourd'hui adulte et a ces difficultés-là, je crois que en chacun d'entre nous, nous avons des capacités, nous avons des compétences et c'est à nous de les développer. Voilà. Donc, j'espère que mon témoignage aura encouragé quelqu'un, aura encouragé une personne, va encourager quelqu'un à aller de l'avant. Voilà. Parce que mon thème même de 2024, pour cette année 2024, c'est j'avance. Donc, j'espère aussi que toi aussi tu avances. Et je vous dis donc à bientôt.